Une nouvelle analyse, une nouvelle thérapie, ça commence toujours par l'écoute. Mais pas n'importe quelle écoute. J'ai déjà dit 100 fois que la psychopathologie, si elle demeure fondamentale en tant que socle, ne doit pas parasiter notre écoute. Et donc, nous écoutons sans céder à une tentative quelconque de diagnostic. Parce que diagnostiquer, c'est prendre le risque d'enfermer le patient, d'une part, et donc de n'entendre que ce qui a trait à ce diagnostic, d'autre part. Donc une tromperie. Rester ouvert à un possible abordage au rivage de l'inconscient, c'est écouter en faisant un pas de côté. Voilà, c'est-à-dire en laissant se succéder les paroles du patient dans une chaîne associative jusqu'à ce qu'un sens émerge, parfois, peut-être. Un sens parmi bien d'autres, un puzzle éclaté qui s'organise peu à peu selon un rythme qui est propre à chaque analysant et à l'oreille de l'analyste. Alors au début, confronté à cette espèce de matériau qui coule, on se demande ce que l'on doit privilégier, quel sens doit être retenu dans la parole du patient. Eh bien, ne privilégions rien. N'accordons pas de priorité à tel ou tel sens. Acceptons de nous trouver à un immense carrefour d'où partent un grand nombre de routes et autant de destinations possibles. C'est-à-dire que l'analyste doit accepter de se laisser surprendre. La parole de l'analysant, c'est comme un palimpseste. S'attacher à l'apparence, même d'un semblant parfaitement sensé, c'est tomber dans un piège. L'inconscient ne se dévoile que sous la couche première, c'est-à-dire celle de l'apparence, celle de la logique, d'où l'importance de l'attention flottante qui évacue la logique, qui évacue le rationnel, qui évacue l'écoute attentive pour accueillir ce qu'il y a à entendre derrière la ligne première. Notre travail s'apparente parfois à celui d'un démolisseur. C'est-à-dire qu'il s'agit de défaire les phrases, de briser les mots, de laisser les syllabes s'organiser autrement à l'oreille pour dévoiler une direction qui surprendra l'analysant lorsque nous la lui renverrons. Et donc, il s'agit bien d'accéder à un autre ordre. Quand une thérapeute en supervision, évoquant une patiente victime d'inceste, dit et répète « ça m'a touché, ça m'a touché », ça mérite qu'on lui renvoie la phrase. Quand une autre patiente, venant consulter pour des crises d'asthme très invalidantes, dont la fille est fâchée avec elle et dont elle ne comprend pas les raisons de son éloignement, dit à plusieurs reprises pendant la séance « pourtant, j'ai tout fait pour elle, vraiment j'ai tout fait ». Ou encore, lorsqu'une autre patiente qui entretient des relations détestables avec son fils et qui reconnaît qu'elle aurait préféré avoir une fille, dit et répète « je ne voulais pas faire de mal ». Il faut évidemment qu'elle entende ce qu'il y a à entendre de ce qu'elle dit sans l'entendre. Allons encore plus loin. Je compare souvent la scène analytique à celle d'un théâtre, avec les fauteuils dans la salle, la scène visible, les coulisses derrière le décor de fond et même la machinerie dans le sous-sol de la scène. Si l'on ne fait que respecter cette distribution, eh bien on prend le risque de fixer l'analyse, fixer exactement comme le produit fixateur fige dans son bain la photo une fois apparue sur le papier. Or, au théâtre, les décors changent, les personnages changent, leurs vêtements également et la musique aussi. Il arrive qu'un personnage disparaisse dans les coulisses, il arrive même que l'un d'entre eux descende dans la salle et se mêle aux spectateurs. Eh bien, dans l'analyse,
c'est pareil. Si la pensée de l'analyste se fige sur un éclairage, qu'il s'agisse de la scène primitive, d'une scène de séduction ou de n'importe quelle pièce correspondant à un concept analytique, eh bien l'analyse risque d'être bouchée. On ne peut pas envisager d'analyse en mouvement si l'on demeure prisonnier d'un système théorique.